Parle sans t'émouvoir. Bonjour, 12e Vinoscopie, aujourd'hui, 19 août 2020, est un peu particulière puisqu'il n'y a pas de vigneron. Donc aujourd'hui, je savais que ce serait assez difficile de faire venir un vigneron à fin août, ils sont pratiquement tous en vendange. J'en avais trouvé un ou deux éventuellement disponibles, mais ils sont déjà passés à Vinoscopie. Et ça faisait quelque temps que j'avais envie de rendre hommage à un monsieur qui s'appelait Chris Albero, qui nous a quittés il y a 3 ans. Et donc, ben voilà, je vais parler de Chris Albero, qui est quelqu'un qui a joué un rôle important, qui a un peu révolutionné le monde du vin en pays catalan. Alors, je rappelle que Vinoscopie, c'est calqué sur le modèle des émissions de Jacques Chancel, Radioscopie sur France Inter pendant plusieurs décennies. On essaie de découvrir un personnage. En ce qui me concerne, je n'ai connu Chris Albero que assez tardivement, et donc je l'ai connu, mais peut-être pas dans les aspects de sa vie privée. Mais par contre, il a joué un rôle important dans mon rapport au vin. Et donc on se retrouve au bar L'Atmosphère, comme chaque mois. C'est Nicolas Conneville qui tient le guidon, en tremblotant de temps en temps, mais enfin c'est lui qui filme, c'est une idée à lui d'ailleurs, cette émission. Et voilà, alors, j'ai commencé habituellement par un proverbe détourné, et donc aujourd'hui ce sera « il faut choisir, boire ou ne pas conduire ». Alors, Chris Albero, un garçon de 20 gros, qui travaillait dans la musique dans les années 90, début des années 2000. Je commettrai peut-être des imprécisions dans la biographie de Chris, puisque je ne l'ai connu qu'en 2009. Puis il est venu à Perpignan. Ah non, il a travaillé d'abord dans un magasin, un magasin qui s'appelle La Vigna, qui a été créé par 2 Français à Madrid et qui a un peu changé le marketing du vin. C'est des très grandes boutiques présentées un peu comme des parfumeries. Je crois que les gars, ils avaient eu un réseau de parfumerie avant, et donc ils ont eu cette idée. Alors le magasin de Madrid a très bien marché. Ils en ont ouvert un deuxième qui est important à Paris. Ils en ont créé un à Barcelone, et puis ils en ont un autre, je pense, à Genève. Mais à Barcelone, malheureusement, ce magasin n'a duré qu'un certain nombre d'années. Il a dû fermer. Ceci dit, notre ami Chris, musicien, en a profité en y travaillant pour faire l'apprentissage du vin. Et puis le voilà qui revient à Perpignan, qui travaille chez un caviste à Perpignan, et là, comme on dit, alors, expression à la mode, il fait bouger les lignes et il casse les codes. J'ai envie de dire que ça casse autre chose, parce que on a presque toujours, quand on parle de quelqu'un, on dit « ah mais c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes et casser les codes ». Mais c'est vrai, il a fait bouger les lignes et il a cassé les codes. Comment? En mettant en avant ce qu'on appelle les vins nature. Alors, il a été à l'origine d'une révolution, d'abord dans les lieux où on peut consommer du vin. Il a créé un bar qui s'appelle le bar Indigène, et qui a existé jusqu'à sa mort, et même qui a existé 1 an ou 2 de plus, mais qui aujourd'hui n'existe plus, sous ce nom en tout cas. Il a été repris récemment, là, il y a quelques semaines. Donc il a fait la révolution dans les lieux de consommation du vin. Bon, on est à Perpignan. Il y avait des bars à vin nature à Paris depuis le début des années 2000, mais là c'était quand même, on a été un petit peu pionnier grâce à Indigène et grâce à Chris. Aussi dans la relation aux vignerons, dans le fait de faire émerger des tas de vignerons sur le territoire du pays catalan. Comme si c'était du vin d'auteur. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si, tu as le cinéma d'auteur, Des vins d'auteur. Non, mais oui, ça c'est une expression qui existait avant. Là les vignerons nature ne sont pas plus vignerons indépendants ou vignerons d'auteur. C'est des gens qui sont plus spontanés que le concept marketing de vin d'auteur. Ça existe, il y a des vignerons qui parlent de vin d'auteur. Non, mais il y a des cahiers des charges, si tu veux, par exemple sur l'AOC, que le vin nature, il fait ce qu'il veut, sauf qu'il ne met pas d'intrants. Oui, alors c'est vrai que si tu veux dire les vignerons de nature font des vins dont ils sont les auteurs complètement parce qu'ils ne suivent pas un cahier des charges, c'est un peu vrai. Mais enfin, ils ne revendiquent jamais cette dimension-là.
c'est beaucoup plus des gens spontanés, et très proches de la terre. Donc, bon, un lieu, les indigènes, où il a migré après avoir quitté le magasin où il était caviste, des événements, et il en a fait pendant les quelques années, malheureusement, peu nombreuses, où il a tenu les indigènes. Tous les mercredis, on se souvient. Il y avait des événements tout le temps. Avec des chefs de Barcelone qui, pendant un mois, il a fait venir voilà, tous les mercredis. Tous les mercredis, il y avait pendant 4 semaines, Ouais. il y avait un grand chef de Barcelone qui venait. Celui du Grecia qui est venu notamment. Voilà. Du Grecia. Gresca, oui, voilà. Gresca. Enfin, on ne va pas les citer tous les 4. Non, mais pour dire, c'était énorme. C'était de l'événementiel. Il a fait la révolution un peu, la musique, puisque c'était son domaine initial. Et puis, il a aussi introduit des vins qui venaient d'ailleurs, pour reprendre l'expression vin d'ici, vin d'ailleurs. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences qui font qu'aujourd'hui, d'abord, j'ai envie de rendre hommage à Chris, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Lui aussi m'a apprécié, je me demande pourquoi, mais enfin bon, voilà, il s'est dit, qu'est-ce que ce... Alors oui, je sais pourquoi, au-delà de ma sympathie naturelle, c'est qu'il avait envie d'inscrire son bar, qui était aussi un restaurant, dans une logique de produits un peu rares, menacés de disparition, etc. Et on avait travaillé pendant quelques mois à réfléchir à cette thématique qui n'a pas pu vraiment aboutir. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui? D'abord, il reste un très fort souvenir. Je me souviens de la lettre de Josep Roca, le sommelier de Can Roca à Gérone, qu'il a envoyé lors des obsèques. C'était très très émouvant. C'était pas un petit mot de 3 lignes, c'était une lettre Josep de 2 Roca, pages. donc le Can Roca, le cellier de Can Roca a été 3 fois de suite meilleur restaurant du monde, et Josep Roca tout seul, parce que c'était Roca et ses frères, un peu si on osait dire. Josep a été le meilleur sommelier d'Espagne plusieurs fois, et ses 2 frères, l'un, le cuisinier, a été plusieurs fois meilleur cuisinier d'Espagne, et le petit frère, Joan, a été plusieurs fois meilleur pâtissier d'Espagne. Donc ça vient pas de rien, cette émotion. Alors, il se trouve que... Il était reconnu par des gens à taille internationale. Oui, par exemple, l'amitié qu'avait Josep Roca pour... Moi, je le trouvais un peu gonflé, Chris, d'avoir comme ça cette relation, mais en réalité, Chris a ouvert des portes sur le monde des vins de nature, qui était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui en Catalogne, et c'est lui qui a apporté cette ouverture à Josep Roca et indirectement au cellier de Can Roca. Donc voilà, ce petit bonhomme qui a des relations incroyables avec tout un tas de gens. Moi, il m'a fait connaître Villamas, il m'a fait connaître Gresca, il m'a fait connaître Chemei, qui est un restaurant tenu par 2 jumeaux italiens extraordinaires, etc. Donc, les conséquences, bien évidemment, il y a tout un tas de bars à vin de nature dans Perpignan. Ici, on est dans un bar qui essaie d'introduire un peu les vins de nature, l'atmosphère, qui est ouvert récemment. Mais je ne vais pas les citer tous, mais je pense à Native, à l'Arbre à Vin, à Via Delvi, le Sagi, voilà. Alors, et puis, le Tingset, qui vient de reprendre l'ancien local d'indigènes. Voilà, donc à Perpignan, il y a 5, 6, 7 lieux où on peut consommer des vins de nature. Bon, c'est un peu dans le sens de l'histoire, mais quand même, ça a été quelque chose de déterminant. Et puis, il faut savoir que quand nous avons eu l'idée de faire un salon des vins de nature à Perpignan, le salon indigène, il y a 4 ans, on n'a pas hésité une seconde. On a dit, on va l'appeler indigène. J'ai quand même appelé Jessica pour lui demander si ça posait un problème. Sa veuve, hein. Sa veuve, oui. C'est elle qui m'a envoyé la jolie photo en noir et blanc que j'ai mis sur Facebook tout à l'heure. On vient de partager, oui. Et donc j'ai dit à Jessica, est-ce que c'est un problème? Elle m'a dit non, pas du tout. Et donc on a été ensemble tous. Pour nous, ça a été une évidence que ce salon devait s'appeler Indigène. Alors, je rappelle que Indigène, c'est le nom du bar-restaurant qu'il avait créé, qui était surtout bar, mais aussi restaurant, qui n'était pas ouvert à midi comme restaurant. Et puis, quand il est mort, Jess a essayé de faire un peu de restauration à midi. Et je me souviens d'avoir été très fidèle, j'y allais tous les jours, comme je la moto, je me garais en face. Et il y a eu tout un tas de fois où j'étais le seul client à midi de ce restaurant. C'était délicieux, c'est dommage que ça n'ait pas pu marcher. Mais donc voilà, le bar indigène s'appelait comme ça parce que c'est la question des levures que j'ai abordées assez souvent. Il faut savoir que les vignerons qui passent à Vinoscopie sont tous des vignerons en général, qui utilisent les levures indigènes. Bon, il y en a peut-être un ou deux qui, dans certaines cuvées, utilisent des levures sélectionnées.
Donc le bar s'appelait Indigène, évidemment. L'indigène, c'est aussi une tribu locale. C'est pas uniquement une histoire de levure. Donc Oui, parce qu'il il aimait le catalan, il le parlait et il le faisait connaître. Catalan, peut-être pas espagnol, il parlait très couramment Il parlait espagnol. catalan aussi. Je crois on va boire. Tu peux nous porter 3 verres Oui, pour parce boire qu'on va- le vin que j'ai porté. Voilà. Voilà, alors, j'ai porté- Rapproche la bouteille Oui, de la oui, caméra. je vais la montrer. Tu seras J'ai marre por- plein. J'ai porté un vin d'un vigneron que j'apprécie beaucoup, que j'espère faire venir l'an prochain, Ouais. qui est Tom Lube du domaine Matassa, et qui allait souvent à Indigène. Parce que si on me demandait pourquoi tu as porté celui-là, bah, déjà il fallait que je trouve dans ma cave un vin, et un vin dont j'ai quelques bouteilles pour Oui, pas... parce que il te reste du Tokai, mais bon, ça n'aurait. Ça n'avait rien à voir. en tout Voilà. cas. Non, mais de toute façon il fallait un vin. Mais tu aurais pu ici. la porter quand même. Mais voilà, donc là j'ai pris une bouteille de Matassa. Ouais. C'est une cuvée qui s'appelle Ace of Spades, qui veut dire As de pique en anglais. Il faut savoir que Tom est australo-néo-zélando-catalan. Et donc ça se trouve sur un terroir qui s'appelle l'Émir, ça Espira. C'est aussi un Ace of Spades, le nom d'un album d'un groupe de métal, de rock qui s'appelle peut-être non, je ne sais pas, Guns N' Roses, mais Je ne sais pas si Tom Lube a choisi ce nom pour ça. Enfin, c'est des vignes qu'il a achetées il y a quelques années et qui entrent en production maintenant. Et c'est sur ce qu'on appelle les terres noires à la sortie d'Espira. Voilà, donc là, on va boire cet Ace of Spades 2019, qui est un vin magnifique et qui est un hommage à Chris. On boit un vin, et je disais que Tom était un client assidu pour manger et pour boire aussi du bar Indigène. Donc, influence dans l'imaginaire de ceux qui l'ont connu, bien entendu, dans les événementiels avec le salon, dans la diffusion et la dissémination des bars à vin nature. Et puis, je dois dire que il a pris des initiatives qui montrent qu'il avait vraiment, je ne sais pas s'il faut dire un sixième sens ou de l'instinct. un instinct, voilà, du flair. Il avait du flair. C'est vrai, c'est quelqu'un qui avait du flair, il sentait les choses. Bon, c'était un excellent dégustateur, mais il sentait les directions qu'il fallait prendre. Il l'a montré d'ailleurs avec ce qu'il a fait avec le bar. Et donc les 2 dernières années, bon, il m'avait plus ou moins informé, voire associé à ces initiatives. Il a eu deux initiatives qui sont aujourd'hui devenues réalité. L'une, c'est sur les rancios secs. Donc voilà, les rancios secs, c'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup impliqué. On a plus ou moins réussi à obtenir une IGP en 2011 sur les rancios secs de Roussillon. Et c'est pas complètement des vins de nature. Mais il a eu le flair de dire ça, c'est quelque chose d'important. C'est des vins qui ont de la personnalité très forte, de l'identité, qui sont intéressants. Et on a monté un petit groupe pour créer une société qui s'appelait Recerca et qui allait récupérer des tonneaux de rancios secs chez des vieux vignerons, etc. On a commencé ça, mais il est mort quelques mois après. Mais par contre, il y a eu 2 vignerons qui sont passés ici récemment, Jess et Laurent. Jess étant la veuve de Chris, Jessica étant la veuve de Chris, et Laurent Pujol étant son meilleur ami. Et en fait, ils ont créé un domaine, et du coup, ils l'ont appelé Recerca. Voilà, ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser le mot, je faisais partie, mais bon, j'ai dit bien évidemment. Et puis, donc voilà, il a eu une idée sur le rancio sec. Bon, maintenant, finalement, cette entreprise, Recerca, c'est le domaine agricole, le domaine viticole de Jess et de Laurent. Hein. Et puis, il y a Zoulou. Zoulou, dont on a présenté un petit peu la réalité avec Laurent Pujol, hein, et ça a eu du succès. Je crois qu'il y a eu 700 ou 800 vues du Vinoscopie, qui est le dernier, en juillet ou en juin. Et donc, Zoulou, c'est l'idée de faire un travail que font certains négociants en vin qui, bon, il y a Tardieu, il y a Laurent, maintenant il y en a pas mal en France, sont des négociants qui vont chez un vigneron ou dans une cave coopérative, ils goûtent toutes les cuves et puis ils disent, celle-là, je vous l'achète.
parce qu'ils trouvent qu'elle a un certain niveau de qualité ou des caractéristiques qui les justifieraient. Et ils font une cuvée qui porte le nom du vigneron, qui a été sélectionnée chez le vigneron, mais qui est vendue sous la marque de la maison Tardieu, la maison Laurent, etc. Et lui, il dit, je vais faire la même chose, mais avec les vins de nature. Et il crée une société qui s'appelle Zoulou. Il négocie sur comment faire pour... parfois, il y a un investissement de départ, sur quel mode de distribution choisir. Et ce Zoulou, Laurent Pujol l'a maintenu avec un ami qui s'appelle Alexandre Pons, qui joue un rôle très fort dans le vin de nature. Et ils ont mis en route Zoulou. Et donc chaque année, il y a quelques cuvées de Zoulou qui sont sélectionnées chez les vignerons de nature et ensuite qui sont distribuées. Voilà. Donc, merci Chris pour tout ce que tu nous as apporté. On regrette que tu sois parti si tôt, mais tu as vraiment joué un rôle qui a changé beaucoup de choses dans la vie de bien d'entre nous. Et puis on va goûter quand même ce vin. S'il était si dynamique, c'est parce qu'il avait une maladie depuis l'enfance et qu'il était dans l'urgence de faire avant... Alors comme je te dis, je crois pas qu'il ait eu une maladie depuis l'enfance. Tu le sais ou tu le sais? Si, parce que moi je l'ai rencontré, on était à l'URSA et il m'avait abordé parce que j'ai quelques soucis moi-même. Ah ben oui. Et on avait discuté de ce rapport à l'urgence, justement, de faire, parce qu'on n'était pas sûr d'être éternel. Ça, c'est vrai. Moi, il me l'a souvent dit. Mais après, je pense que... Et d'être efficace, pour le coup. Non, mais je pense qu'il... Oui, alors, tu essaies de tirer la couverture à toi, là. Non, pas du tout. Oui. C'est vraiment... Il faudrait qu'on te voit en train de dire et d'être efficace. Non, mais tu as raison, tu n'as pas tort. Après, je te dis, je ne le connais pas suffisamment pour dire comment il réagissait, mais c'est vrai que j'ai eu souvent cette sensation que toutes ces initiatives, elles étaient liées à une certaine inquiétude. On ne peut pas comprendre le personnage. Il avait des traitements de chevaux, il souffrait. Oui, il a fait trois séjours en chambre stérile sans avoir le droit de téléphoner ni rien à Montpellier, 3 années d'affilée. Et le troisième, de mémoire, Jess peut-être pourrait confirmer ou non, mais le troisième, c'est un séjour en chambre stérile qu'il n'aurait pas dû faire. Normalement, on n'en fait pas 3. Voilà. Donc, il a poussé jusqu'au bout les limites de l'espérance, hein, et puis malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, on va parler un peu du vin. Oui, parce que bon... Alors, le vin, il est sur un terroir magnifique. Hein. Tu peux remettre devant le... Bien sûr. Je crois que c'est du Carignan, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Juste derrière ton cahier, tu le mets et on le verra. Là, voilà. Et bon, je l'ai mis un peu au frais, puisqu'il fait 40 degrés en ce moment, donc les vins rouges, il faut les rafraîchir. Là, très vite, il monte... Il redescend. Il est à température ambiante. Là, j'ai dû le mettre à 12, il doit être à 15, ce qui est bon. Et c'est un vin que, je dirais que s'il fallait résumer, bon, il est gorgé de fruits, c'est un 19, mais s'il fallait résumer, je dirais que c'est un vin qui est à la fois léger et profond. La profondeur, elle vient de l'intensité du fruit, et la légèreté, c'est l'art de faire de notre ami Thomas Youb. Tom Lube, donc c'est 12 degrés, hein, de la fraîcheur. Oui, parce que chez nous, les vins, ils ne sont pas à 12 degrés, ils sont plutôt à 14, 15, 16. Donc ça, c'est un choix des degrés. Mais le nez est d'une élégance incroyable, c'est une très très belle cuvée. Quand je parle de profondeur, ça veut dire qu'il a un potentiel de vieillissement. Bon, comme on est sur l'antenne, je suis obligé de préciser que l'abus d'alcool est dangereux. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je pense que l'abus de ce vin-là est dangereux, mais dans une dangerosité sur 300 moindre, ans. Moindre. Voilà. Et voilà, c'est un très très joli vin. C'est le 2019, la cuvée Ace of Spades du domaine Matassa. Et je pense qu'elle conclut bien cet hommage à Chris Albero. Je remercie le bar, l'atmosphère. Je remercie Nicolas Codeville. Et je remercie Chris de tout ce qu'il nous a donné. Le mois prochain, nous aurons un vigneron qui s'appelle Bastien Baillet. Et en septembre, j'espère qu'il sera libre le jour qui est prévu, qui est le 17 septembre. Et ensuite, voilà, il y a toute une déclinaison de vignerons qui vont passer cet été. Vous pouvez donc retrouver tous les vinoscopies sur le site L'Archipel Contre-Attaque qui lui a consacré... on a fait tous les épisodes. Une rubrique à son nom, donc Vinoscopie, et plus généralement voir une rubrique Jean l'Héritier. Voilà. Merci de votre attention et encore merci à Chris.